Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, chers internautes, vous êtes bien dans votre deuxième numéro de votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous recevons Monsieur Ahmed Guissé. Ahmed Guissé n'est plus à présenter. Je rappelle que c'est lui l'auteur de l'ouvrage Une mort magnifique, femme dévouée, femme aimante, rue 42, André Moreau. Oui, c'est moi, oui. Effectivement, et aujourd'hui, on est à sa son quatrième ouvrage, pardon, La révolte des infortunés. Pourquoi cet ouvrage, d'abord, M. Guissé? La révolte des infortunés, pourquoi l'ouvrage? C'est une bonne question. C'est juste, je pense que on est aujourd'hui interpellé par des questions pressantes qui nous obligent, nous autres auteurs, à essayer de répondre à une certaine préoccupation, essayer d'aiguillonner quelque part notre société. Parce que c'est aussi le rôle d'un auteur. Comme je dis tout le temps, aussi bien un auteur qu'un chanteur, tous ceux qui ont la chance de pouvoir porter leurs paroles très haut, je pense qu'ils doivent aussi se soucier beaucoup plus des préoccupations de leur peuple. Pourquoi la révolte des infortunés? La révolte des infortunés, c'est quoi? En fait, c'est juste de manière schématique, synthétique, c'est-à-dire que quand les gens veulent se partager plus que de droits, comme ce qui se passe dans nos sociétés. Forcément, cela pose des problèmes de société. Et vous avez ouvert cet ouvrage par la citation de Frantz Fanon: chaque génération doit dans une relative opacité remplir dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Parmi ces deux, vous avez découvert votre mission? Non, en fait, je pense que quelque part, nous tous, nous avons une mission à faire, pas d'autres. Certains en sont conscients, d'autres ne le sont pas. Et je pense que ceux qui ont eu la chance, qui ont la chance d'être conscients de la mission qui leur est dévolue, je pense que leur problème, leur préoccupation aussi, c'est de l'exprimer. Hein? De l'exprimer. Et chacun dans son registre a sa manière de remplir sa mission. Nous avons vu que vous avez débuté cet ouvrage par La ville murmure, la clameur s'élève, les hommes s'élèvent et tout grossit. Parce que depuis peu, tout un chacun réclame son droit. Le multipliant même fait suffisant pour que les gens s'envient et se détestent. L'ostentation habite les uns, ceux qui s'en sont servis plus que de droit. Alimente ainsi la rancœur, la rumeur enfle, mon pays est en effervescence. Non, mon pays, le nom tout juste du pays. Pourquoi vous avez choisi mon pays comme nom? En fait, ce n'est pas mon pays que j'ai mis mon pays. Mon pays. Mon pays, hein, pour ne pas faire. Je pense que c'est un pays imaginaire qui pourrait ressembler à chacune des contrées de la sous-région. Et que je pense que les problèmes que nous traversons ne sont pas des problèmes seulement propres à nous seuls. Je pense que c'est des problèmes qui sont communs à pas mal de pays, pas mal de peuples qui aujourd'hui sont en quête de développement, en quête de justice, en quête d'équité. Hein? Aujourd'hui, tu vois, dans la zone, ce que je décris dans la révolte des infortunés, le prétexte de la fourniture électrique, c'est comme ce qui s'est passé en Guinée dernièrement. Donc, ce qui veut dire que c'est des problèmes courants que nous avons et de montrer. Et ça qui est important dans ce livre, c'est-à-dire que ce n'est pas un appel à une insurrection, ce n'est pas un appel à une révolte. Je pense qu'il faut lire ce livre de manière positive, de voir que comment un épiphénomène peut parfois embraser une situation. Parce que les gens en ont supporté jusque-là et arrivera un moment où, écoute, ils se diront, écoute, il y en a assez, hein, il faut que ça lève. C'est cette forme de truc que j'essaie de... Vous l'avez dit, ce n'est pas un appel à une révolte, mais lorsque l'on lit l'ouvrage, on sent qu'il y a des jeunes, beaucoup d'énergie qui sont en eux et qui veulent réellement que les choses changent. Maintenant, si nous faisons des rapprochements par rapport à ce qui se passe sous nos cieux, est-ce que ce n'est pas la même chose que la même méthode qu'emploient aujourd'hui les jeunes, si nous prenons l'exemple des jeunes d'Y'en a marre? Oui, je pense que quelque part, il ne faut pas se le cacher. Hein. Ça a inspiré quelque part sur le banc. Mais je pense que ce qui est plus important là-dedans, ce n'est pas l'aspect de la révolte, c'est l'aspect de la conscience de ces jeunes
et qui décrit la conscience de toute une jeune génération d'aujourd'hui, qui ont une exigence par rapport à la chose publique et par rapport à la chose politique. Et le plus important aussi, ces jeunes sont conscients de leur mission et sont conscients aussi de leurs limites. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, dans cette révolte qui est faite, ils ne vont pas au-delà de remettre en cause un pouvoir, ils ne vont pas remettre en cause, ils ne cherchent pas à s'approprier le pouvoir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le truc. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir peser sur les choses, être des objecteurs de conscience, être la mauvaise conscience des choses, de manière à ce que ce qui appartient à tous revienne à tous, de manière de ça. Et cela est important. Et ça révèle une nouvelle conscience qui est là, qui est aujourd'hui de plus en plus partagée. Les gens ont une exigence absolue par rapport à la chose publique. Et vous l'avez dit à la page 48, notre mouvement se veut citoyen et n'a de préoccupation que le mieux-être des populations de notre chère contrée de mon pays. Tout à fait. Nous subissons de manière intolérable une justice qui fait qu'aujourd'hui toute une population s'élève. Ouais. Aujourd'hui, n'est-il pas temps, quand on lit cet ouvrage, c'est comme si aujourd'hui la responsabilité sociétale revient aux jeunes de par leur engagement, mais aussi de par le réveil de leur conscience. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il y a une responsabilité sociétale et là-dedans aussi, on parle de la responsabilité de ceux qui ont en charge la gestion des biens publics. Ce qui les est dévolu, surtout. Tu vois, dans cette rencontre qu'il y a entre les jeunes et les gens au niveau de la direction de l'électricité, où ils rappellent le devoir qui est assigné à un responsable de la chose publique, de leur montrer quel est le dessein qui leur est attaché et ce qu'ils doivent attendre d'eux, et que de leur rappeler la mission sacerdotale qu'ils ont de cela. Et je pense que c'est ça où c'est important, parce que je pense que ces jeunes ont conscience de leur responsabilité, comme je disais. Et j'en parle parce que j'insiste beaucoup plus les jeunes, et j'insiste pour dire que comment les jeunes d'aujourd'hui sont différents des jeunes d'avant. Parce qu'ils sont beaucoup plus nourris à la nouvelle technologie, ils sont au fait de l'information, hein, ce qui fait qu'il y a une exigence qui leur est placée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus partagé un peu partout. Donc on ne peut pas ignorer cette donne dans les stratégies d'analyse, les stratégies de développement ou dans la perception qu'on a de la société. C'est pas possible. Si on l'oublie, on se fout. Et si nous maintenons le curseur là-bas, nous avons vu que dans cet ouvrage, les jeunes se sont révoltés pour qu'il y ait une distribution équitable du bien public. Ceci a coïncidé avec la découverte du pétrole et du gaz au large des océans. N'est-ce pas là également un rapprochement ou bien même un parallélisme de forme par rapport à ce qui se passe sous nos cieux? Je pense que peut-être c'est une coïncidence qui est venue s'interférer là-dedans. Mais la question est intéressante parce que vous voyez dans ce truc, les jeunes, au-delà du problème de l'électricité, vont au-delà de cela. Et comme dans tout mouvement, c'est normal, quand on va jusqu'à que le combat mène à une victoire, on va au-delà de la cause première pour poser les réels problèmes d'enjeux de ce pays. Et ils voient dans ce truc, de plus en plus, ces jeunes sont souciés des générations futures, des générations à venir, secrétaire. Et ils posent le problème des découvertes qu'il y a à mon pays. Et cela rattrape l'actualité récente de notre pays. Et ils élaborent leur vision de comment ça pourrait se faire dans une meilleure gestion des générations futures, des biens des générations futures. C'est une perception qu'ils ont, c'est une vision qu'ils ont, et ça pose le problème d'ouvrir un débat sur la question. Et je pense que c'est ça qu'ils ont posé, de poser le problème de l'avenir. De l'avenir. On les a accusés, vous voyez, dans les jeunes, on les accuse d'être gauchistes, d'être un peu... Comme ce qui se passe voilà, partout d'être communistes, parce que c'est vrai, comme je dis, ils ont été nourris à une certaine science, à une certaine conscience, mais ils savent que les limites de cela, ils vont au-delà de cela, et posent le problème, parce que le problème fondamental qu'il y a, c'est le problème de développement de la contrée, de toute la contrée du Sud qui les préoccupe. Et que sachant que... Qu'entendez-vous par contrée du Sud, si nous devons
Quand on prend contre-sud, on parlera de tout que nous sommes des pays sous-développés. Hein? Oui. C'est la contre-sud. Donc je pense que, comme vous voyez, c'est une fiction, c'est un roman, donc par définition une fiction. J'ai voulu forcément éviter les mots pays, les mots gouvernement, les mots trucs et tout ça. Et donc est revenu sur la contre-sud. La contre-sud, c'est tous ces pays en voie de développement, dont nous faisons partie nous-mêmes. Hein? Et ils pensent que le problème de l'Afrique, comme je l'ai dit là-dedans, le problème de tous ces contrées, c'est peut-être cette jeunesse nouvelle qui va porter les défis du développement. Voilà. Parce que, comme je disais, nourris aux nouvelles technologies, avec une certaine conscience, avec une certaine exigence, qui pose les vrais problèmes de développement. De montrer qu'ils ne peuvent plus laisser les politiques gérer seuls le destin des pays, mais ils ont un droit de regard sur les trucs et pèsent sur la balance. Voilà pourquoi, au-delà de ça, au-delà de la lutte pour la répartition équitable de l'électricité, ils posent le problème des recherches, des découvertes nouvelles qui, à mon sens, et sans doute, peuvent servir de rampe de lancement. Et ils donnent une vision, en quoi la gestion de ces recherches peut bénéficier au maximum aux générations à venir. Madame, Monsieur, chers internautes, je rappelle que vous êtes dans votre émission 4e de couverture. Je rappelle également que cet ouvrage, La révolte des infortunés, est édité ici à l'Harmattan Sénégal. Et là, ça me donne l'occasion de vous dire que l'Harmattan Sénégal a en son sein une nouvelle imprimerie de dernière génération. Donc si vous voulez éditer vos ouvrages, l'Harmattan est grandement ouverte pour vous. Alors si nous revenons à cet ouvrage, M. Guissé, nous avons vu qu'il y a des jeunes qui se sont regroupés suite à une réalité. La réalité, c'est la pauvreté. La réalité, ce sont les inondations. Maintenant, cette réalité, bien que fictive dans l'ouvrage, est une réalité dans notre pays. Aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que vous suivez la logique de Stendhal, comme qui dit que le roman n'est que le miroir de la société? Mais exactement, on ne s'inspire que de la réalité. On ne s'inspire que de la réalité. Tout événement, tout acte de la réalité devient aussi une source d'inspiration pour un auteur. Et forcément, on ne part pas chercher des exemples ou des modèles inexistants. Je pense que si on veut faire un roman réaliste, donc il est obligé de partir des réalités que nous vivons pour essayer d'aiguillonner. Voilà, c'est dans ce sens. Ça aurait pu être un essai. Parce que nous avons vu que tout ce qui s'y dit, on se sent même, on sent que non seulement c'est réel, mais c'est très actuel. Cet ouvrage aurait pu s'appeler peut-être Les Insoumis. Oui, le titre premier du roman, c'était Les Insoumis. Et ça, c'est bien avant qu'il y ait eu la campagne présidentielle française. Avec Mélenchon. Voilà, et quand Mélenchon est venu, s'est emparé de ce mot insoumis, en fait, j'ai changé de titre. J'ai changé de titre parce que sinon, il y aurait peut-être une confusion qui se fera. J'ai voulu changer. Et là, c'est l'occasion de remercier le Dr Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan, avec qui j'ai beaucoup échangé sur le livre. Et comme je dis dans mes remerciements, on lui doit en partie le titre de ce roman, parce que j'avais mis plusieurs titres. Il m'a dit non, c'est celui-là qu'il faut qu'on retienne. Et donc, c'est en cela que... Nous avons vu que dans l'ouvrage, pour y revenir, Jean Farah, Sali, Imam Dev, malgré qu'ils ont porté un combat pour la distribution de la chose publique, mais au-delà même de ce combat, de cette cause qui a été satisfaite, il y a eu, comme vous l'avez dit, d'autres combats qui s'étaient annoncés à travers les découvertes pétrolières. Mais nous avons vu que la fin, c'est comme si vous incitez les jeunes à être conscients, mais vous leur faites savoir ce qui peut vous attendre. Oui, c'est-à-dire au niveau, à la fin. À la fin. Non, comment l'histoire s'est terminée? Vous dites de la fin, parce que de la fin... Voilà, comment c'est pour cela? Non, là c'était juste pour montrer que, vous savez, c'est souvent le cas. Quand on est dans une logique de préservation de pouvoir, on ne se laisse pas avoir comme ça, quel que soit le mouvement, on essaie de le contenir. Et je pense que ça, c'est le lot qu'on voit un peu partout.
Hein. Et je pense que voilà, c'est le truc. C'est le cas qui est passé. Donc les jeunes de mon pays sont face à une classe sociale regroupée au nom de ce club, Mon Pays Développement, qui gère ce pays et qui fait tout pour essayer de préserver le pouvoir. Et dans cet instinct, parce que c'est l'instinct de préservation qui est là, qui leur a fait décapiter le mouvement. Essayer de décapiter le mouvement, en sachant que, c'est pas un mouvement suffisamment mûr, hein, et qu'en coupant la tête, on peut couper le mouvement, et les enfants qui sont essayés de s'accaparer du leader pour essayer d'enrayer le mouvement, et ce qui est le cas, ce qui fait qu'en fait le mouvement perd un peu de son élan. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important là-dedans, je pense que c'est une autre lecture. C'est pas parce qu'ils réussissent à combattre et à gagner, non. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils annoncent l'aurore. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que cette prise de conscience, ça veut dire que désormais, rien ne se fera plus comme avant. Effectivement. Voilà. Et que aujourd'hui, il y a une nouvelle conscience qui s'est levée. Un peu partout chez nous dans le pays. Et que si bien que ça annonce l'aurore. Vous voyez dans la lettre de Jean Farah à Sali, ce qu'il dit, c'est ça. C'est sa satisfaction, malgré que le combat n'est pas abouti. Hein, que le mouvement annonce l'aurore pour tous les pays de la région du Sud. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Nous avons vu également, et ça, c'est, moi je le dis, c'est le prototype du Sénégalais. Nous avons vu qu'après la satisfaction sur la distribution de l'électricité, le combat n'a pas pu continuer parce que nous avons vu qu'il y a parmi ce mouvement, il y en avait qui, pour eux, l'électricité est satisfaite, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et pendant ce temps, le mouvement, c'est-à-dire que les gouvernants, le club Mon Pays Développement, a tout fait pour étouffer le mouvement dans l'œuf. Et ce qui a réussi, comme si, qui dirait qu'il y a une certaine hypocrisie, égoïsme de la part de ceux qui étaient dans le mouvement. Mais c'est toujours le lot de tous les mouvements spontanés. Les gens rentrent dans des mouvements avec des objectifs différents, avec des motivations différentes. S'il n'y a pas une conscience bien élaborée, une stratégie bien définie, avec une adhésion totale des trucs, écoute, c'est le mouvement perd ses éléments en cours de route. Ici, les tâcherons, ce qui les préoccupe le plus, c'est la fourniture régulière de l'électricité, parce que pour donner les moyens de la liberté, de gagner le pain. Hein? Ils sont aujourd'hui, ils savent qu'aujourd'hui, et ça relève de notre chose. C'est-à-dire qu'en travaillant, ils peuvent arriver à satisfaire leurs besoins et à acquérir certains biens dont ils ont besoin. C'est ce que j'appelle là dans ce qu'on parle le fétichisme de la société de consommation. Oui. Il fait que les gens oublient d'autres préoccupations. Oui. Alors que les autres, ils veulent aller au-delà de cela, poser le problème. Mais ça montre les niveaux, les écarts entre les niveaux de conscience de problème et que c'est le lot de tout le temps. Mais je pense que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens soient conscients de cela, qu'un mouvement en général perd ses éléments en cours de route parce que les objectifs ne sont pas les mêmes et que aujourd'hui il y a une exigence nouvelle et qui annonce l'aurore. Pour moi, c'est le plus important. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créée artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible en d'autres termes et à point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être utiles. Vous avez cité Victor Hugo dans Les Misérables. Exact. Les Misérables, mais cet ouvrage ressemble aux Misérables de Hugo. Ouais. Pourquoi? Vous êtes inspiré de Victor Hugo? Mais non, ce n'est pas inspiré de Victor Hugo. Victor Hugo est une référence. Oui. Ça dit que le problème de la damnation de l'homme date depuis des siècles. Rien n'a changé. Hein? Aussi bien les mêmes choses que décriait Hugo
hein, au XIIe siècle, écoute, dans nos pays et dans nos zones, on est dans ça, voilà, on est dans cette même damnation, on est dans le même truc de l'ignorance, on est dans le même truc de la misère. Hein? Ça dit que les problèmes n'ont pas changé. Hein? Donc, ce qui veut dire que c'était pour moi une très belle occasion de mettre en chapeau cette belle citation de Hugo, hein? Et qui sied bien à ce contexte. Oui. Hein? Voilà. Certains tournants de la vie, vous l'avez dit, changent de manière radicale toute une conception des choses et placent l'essentiel ailleurs. Nous déplaçons un peu le curseur, parce qu'il ne reste que 5 minutes. Ahmed Guizé ne peut presque pas écrire un ouvrage sans parler d'amour. Ouais. Pourquoi? Ben, écoute, parce que je pense que d'abord dans ce roman, je l'ai fait à dessein de mettre de l'amour pour un peu faire une transition douce de la révolte, de la guerre, et de mettre de l'amour. Et que aussi, sur les champs des batailles, sur les champs des révoltes, il peut y naître de l'amour, oui, important, hein, et l'amour fort. Et ici, l'amour, il y a un amour fort entre Jean Farah et Sali. Et Sali, il faut le rappeler, dans Femme dévouée et Femme aimante, voilà, était l'ami de Messe Bigué. Et que Sali, comme on le sait, est une femme de vie. Hein, étudiante, mais aussi femme de vie. Et vous voyez l'évolution de Sali entre femme de vie et femme aimante à la révolte des infortunés. Quelque part, il même abandonne ce plus vieux métier du monde qu'il faisait pour des problèmes de nécessité scolaire. Et aujourd'hui, il n'a jamais pensé rencontrer l'amour dans sa vie. Et aujourd'hui, qu'il rencontre Jean Farah, qui se dit, voilà peut-être l'homme qu'il me faut. Sali séduite, happée par la lucidité et le courage de cet homme, Jean Farah. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique que Sali, une femme de vie, une étudiante en sociologie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est femme de vie par nécessité, bascule d'un seul coup en étant amoureuse d'un homme, alors qu'elle avait mis une croix sur l'amour? Non, en fait, je pense que Sali, il faut le voir au début. Sali, d'abord, exprime sa haine, la haine de son époque. Et l'expression de cette haine de cette époque lui vient de femme dévouée, femme aimante, devant cette scène atroce auquel elle a témoigné, qui lui faisait haïr à la fois les hommes de son époque. Et cette haine de l'époque a trouvé un écho favorable dans cette lutte de bataille contre une certaine forme d'injustice. En s'alliant et en s'investissant dans cette bataille, elle déverse à la fois sa haine et son souci de justice qu'il y a dans ce pays. Et elle est d'une femme forte, il faut le reconnaître, qui a toujours pensé les hommes comme étant des petits gens. Et qui n'a jamais imaginé un jour rencontrer l'amour sur le chemin de sa vie. Pour elle, l'amour normatif n'existait pas. Elle était, comme je dis, sur les trottoirs, au feeling des rencontres qu'elle se faisait. Mais le personnage de Jean Farah l'a séduit. Hein? Si bien que, en fait, tu sais, l'amour vient tout souvent de manière inattendue. Je ne pensais pas venir. Une révolte, voilà. Et inattendu, le révolte, le personnage de Jean Farah l'a séduit. Et puis, il s'est dit, peut-être, pourquoi pas. Et là, je pense que le premier contact qu'ils ont eu, vous verrez dans le livre, lors des échauffourées, où elle s'est un peu évanouie, où Jean Farah vient à sa rescousse et tout est parti. Non, et là, je pense que c'est parce qu'elle avait une appréciation de cet homme qui correspondait à ses canons, qui correspondait à l'idéal au masculin, l'idéal masculin. Et il s'est dit pourquoi pas. Et je pense que c'est ça. Et quand vous voyez Jean Farah, et il est important de montrer quels sont le prolongement des livres. Parce que ce Jean Farah, vous le retrouverez dans une mort magnifique, c'est le fils de Sandiari. Effectivement. Le fils de Sandiari. Comme Sali, vous le retrouverez dans Femme de vie, Femme aimante, qui est pratiquement des personnages principaux. Et bien c'est Bigué qui revient cette fois. Voilà. Qui repart de zéro. Qui repart de zéro. Mais c'est Bigué qui est là, donc de manière, comment dirais-je, il est vraiment comme en passant, dans le livre, on le voit. Et puis il y a, je pense, un autre personnage dans le livre sur lequel peut-être vous n'avez pas fait attention, mais sur lequel je vais voir avec mon éditeur, je vais mettre un concours pour les jeunes lycéens ou étudiants
les gens ou les étudiants qui trouvera le personnage caché dans le livre, on lui fera une bourse annuelle. Il y a un personnage caché dans Voilà. L'étudiant ou l'élève que trouvera, on lui fera une bourse annuelle. Alors, vous l'avez entendu, alors, chers élèves et étudiants, vous avez vu, en tout cas, c'est Ahmed Guissé, qui est un passionné de la littérature, qui valse entre les exigences de sa fonction de directeur général de Mac Petroleum et le plaisir de l'écriture. Il a publié aux éditions L'Harmattan Sénégal 3 romans, Femme dévouée, Femme aimante en 2011, Une mort magnifique en 2013 et 42 rue Augustin Moreau en 2016. Il est lauréat du Grand Prix Cheikh Hamidou Kane pour le roman africain en 2016 avec son roman Une mort magnifique. La révolte des infortunés, qui est l'objet de notre émission d'aujourd'hui, est son 4e roman. Il vient de mettre une bourse annuelle en relation avec l'Harmattan Sénégal à tout étudiant ou tout élève qui trouvera le personnage cassé dans cet ouvrage La révolte des infortunés. Madame, Monsieur, c'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.